On revient pour la suite et la fin. Avant de parler du Togo, nous promenons un peu encore à Tripoli, en Libye, où la tension est extrême. Au Russe, donc, 30 secondes plus tôt pour chuter. On donne la parole à Oui, Kisega. tout simplement pour dire que justement, au niveau de l'OUA, alors j'ai vu ces derniers temps, il y a un effort de communication pour dire oui, des choses se font, ainsi de suite et tout ça, mais en termes de géostratégie, en termes de rapport à l'autre et tout ça, il manque parce que on est toujours des États sous dépendance qui ne peuvent se permettre d'aller contredire les pompiers pyromanes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'États qui présument de notre incapacité à la gestion, à l'organisation, à la minutie, à l'épanouissement, et qui organisent pour nous notre vie en société, nos conflits, nos frictions, et qui après justement prétendent nous apporter un savoir pour pouvoir gérer la friction qui elle-même qu'ils ont généré eux-mêmes, tu vois. Et ça, il faut en sortir. Et l'Union africaine ne fait pas assez pour cela. Alors, qui pour éviter cette tension, cette troisième guerre qu'on en parle, il faut quand même le souligner. Pour la troisième guerre aussi, je voulais apporter un détail. Je ne sais pas pourquoi tu parles de troisième guerre. Il y avait la première guerre civile. Non, mais il faut faire attention parce que moi, je trouve parfois qu'il y a des termes qui sont un peu vicieux. Du moment où sur le territoire, il y a division avec deux camps, donc littéralement, vous pensez qu'il y a guerre perpétuelle? C'est une guerre perpétuelle. Vous avez un pays. On pourrait parler de paix s'il y avait une seule gestion, avec de temps en temps des altermoiements, tout ça. Mais là, c'est même pas le cas. Vous avez un pays qui est divisé, avec plusieurs groupes plus ou moins autonomes, qui s'affrontent perpétuellement et qui ne font la paix que quand il s'agit de l'argent. Parce que c'est ça le truc. C'est-à-dire, quand il s'agit de l'argent qui est perçu sur les ressources minières exportées, on fait la paix. Ils sont prêts à faire la paix pour entretenir les champs de mines. Alors, Kisega, on a vu les différents rendez-vous, les rencontres pour la paix partout. C'était en Allemagne, partout dans le vieux continent, qui n'ont rien apporté. Alors, qui, selon vous, peut calmer les frères libyens? Je crois que la rencontre qu'il y a eu récemment a donné la part belle aux pays occidentaux. Je crois qu'il faut qu'on intègre suffisamment les pays les pays arabes, la Turquie surtout, parce que les acteurs en présence dans ce jeu trouble, ce sont les acteurs qui sont plutôt du côté est que du côté ouest. Or, la rencontre qu'il y a eu a donné une certaine les beaux rôles, les rôles de premier choix aux pays occidentaux. Vous rappelez que la rencontre a eu lieu, je crois, en Allemagne. Pourquoi cela ne peut pas avoir lieu, par exemple, au Qatar, en Égypte, en Turquie? Parce que ce sont les acteurs, quoi qu'on dise, des acteurs arabes qui sont des acteurs très présents dans ce conflit. Il faut que les différents... Algérie, c'est le pays français. Pourquoi pas? Mais on a tiré le drap du côté des Occidentaux. Or, le conflit n'a pas qu'acteurs comme les pays, la France, les États-Unis, etc. Parce que la Turquie, comme on l'a dit tout à l'heure, est très présente, y compris le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui est un pays frontalier. Et les autres pays frontaliers, sans parler des organisations régionales. À un moment donné, on a eu... Alors il va falloir donc trouver un pays neutre, parce que ces pays sont divisés. Non, c'est-à-dire il faut qu'on prenne en compte les pays qui sont vraiment présents, qui sont les premiers concernés, et non les pays qui ont des intérêts financiers ou économiques dans le milieu. Donc pour vous, ces pays n'ont pas d'intérêt, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, ce sont des pays arabes. Or, justement, la Libye est un pays qui se réclame de pays arabes. C'est un pays maghrébin. Entre-temps, il y a eu une union maghrébine qui n'a pas prospéré, que le Kadhafi avait beaucoup souhaité. Ça n'a pas prospéré. Mais il y a l'OUA qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut rien faire, justement, parce que l'OUA n'a pas les coups des franges. L'OUA ne peut pas financer ses propres activités. L'OUA n'a pas d'armée. L'OUA ne peut pas mobiliser une armée spontanément pour aller, par exemple, faire de l'interposition en Libye. Donc, ceci étant le seul recours
auquel que l'on pouvait avoir aujourd'hui, c'est d'identifier les acteurs clés du jeu et les mettre autour d'une table et de demander quel est leur intérêt dans le milieu. La Turquie en a, le Qatar en a, l'Égypte en a, mais il n'y a pas que les pays occidentaux comme la France et les États-Unis qui sont à la quête de leur intérêt, il y a les autres aussi. Et lorsque ces pays occidentaux trouvent leur intérêt, mais laissent de côté l'intérêt des pays arabes ou des pays qui ont une présence séculaire dans le milieu, je crois qu'il y a un problème. La plus simple des façons de trouver une solution à ce conflit, c'est de poser les bonnes questions. Qui sont ceux dont les intérêts sont bafoués en Libye? Si on se pose ces questions-là, il sera plus facile de trouver les acteurs clés qui font que l'eau se trouve tout le temps et qu'on ne peut pas trouver une issue favorable à ce conflit. Alors on va quitter Tripoli pour Lomé. Au Togo, justement, le gouvernement a introduit un code de bonne conduite pour les représentants de l'État dans les instances dirigeantes de structures en lien avec l'État. Il s'agit notamment des entreprises publiques, des établissements publics nationaux, des comités ainsi que des entreprises privées à participation publique. Chris Ega, il s'agit de quoi concrètement? Je crois que je dirais presque que c'est venu, l'initiative est venue très tardivement, mais n'empêche que cela arrive maintenant, il vaut mieux tard que jamais, parce que chaque fois, vous vous rappelez très bien, chaque fois on parle d'une entreprise publique, à telle enseigne qu'aujourd'hui, l'État, il est conseillé par les milieux financiers à l'État togolais en particulier, parce que ça se passe un peu partout en Afrique, et il leur est conseillé plutôt de se désengager des sociétés publiques qui sont des gouffres financiers. Lorsque vous parlez par exemple des banques, vous n'êtes pas sans savoir que l'État en ce moment est dans un processus de désengagement comment le dirais-je, de désengagement des banques. Et presque toutes les banques sont cédées, il n'en reste que peut-être une ou deux. Parce que le problème qui se passe généralement dans ces entreprises publiques, c'est la gestion. Mais je ne parle pas seulement de la gestion au sommet, mais il y a aussi les employés qui, parce qu'ils sont dans une structure publique, ne fournissent pas l'effort qu'il faut pour rendre d'abord viable cette entreprise-là et rendre prospère leur avenir. Parce que finalement, ça finit par les licenciements, parce que lorsque l'entreprise n'est plus prospère, l'entreprise doit fermer, les gens vont retourner tout simplement. Vous avez les cas Sotoko, Dacha, il y a tellement d'entreprises qui ont fermé pour mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion-là, ce n'est pas forcément pas celui qui est au sommet, c'est aussi pas cette manière-là que les employés ont de se dire que, puisqu'il s'agit du bien de l'État, même si je ne suis pas productif, même si je ne suis pas rentable, j'aurai ma paye à la fin de chaque mois et j'aurai ma retraite. Du moment où le monsieur, parce qu'il a trouvé du travail par des combines, peut-être même qu'il a trouvé ce travail par sa propre compétence, c'est vrai, mais une fois installé dans ce service-là, ils ne fournissent plus ce qu'il faut à l'État pour rendre prospère cette entreprise. Ce n'est pas que les représentants de l'État dans les entreprises privées à participation étatique, dans les entreprises directement étatiques, mais c'est une réforme structurelle qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement une réforme qui tient compte de la compétence et de l'activisme économique de celui qui dirige, mais c'est une réforme structurelle qui doit se faire avec des lois, avec des précisions au niveau de l'exercice de chaque jour, Je crois que c'est bien qu'aujourd'hui on pose le problème, mais encore faut-il des initiatives en matière de loi pour cadrer, je ne sais pas comment, pour cadrer le domaine et faire en sorte que cette fois-ci, pour ce qui est dit, que cela se joue dans le temps. Parfois, on le dit, juste peut-être parfois pas pour faire de la cosmétique, pour faire de la communication, mais quand on le dit, cette fois-ci, il faut que cela se joue dans le temps et que l'État ait un droit de regard
sur ces entreprises-là pour que les gabégies ne se poursuivent pas. Et je le répète encore, ce n'est pas seulement au niveau de celui qui est au sommet, mais c'est aussi au niveau de tous ceux qui sont employés dans ces secteurs-là. Alors, l'exécutif togolais a adopté à cet effet un projet de décret en conseil des ministres. C'était le jeudi 25 août dernier. Alors, Oris Donkovi, ce code de bonne conduite, qu'est-ce qu'il peut apporter selon vous? Même question. Alors, ce code de bonne conduite, moi je ne l'ai pas encore lu, mais après, si vous voulez, c'est une question importante, c'est un impératif. Pourquoi? Parce que, alors, actuellement, la mode est de nous vendre le libéralisme à outrance. Et ce qui nous est vendu médiatiquement, c'est que ailleurs, tout est privé et le privé génère des sous. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ailleurs, ce qui est considéré et estimé comme stratégique pour l'État n'est pas libéralisé. L'État garde la chose en main, notamment l'éducation, notamment les hôpitaux, notamment l'énergie, la communication, les sciences. L'État garde les choses en main. Et nous, en Afrique, La recherche. L'État garde les choses en main. Là, nous, en Afrique, c'est là où vous avez on parle d'intelligence économique, intelligence scientifique, parce que c'est du secret. Comment est-ce que vous vous développez pour faire votre argent? Comment vous vous développez pour avoir des capacités scientifiques hors normes qui vous permettent de progresser? Vous allez voir les États-Unis qui à chaque fois en conflit avec la Chine pour des non-respects de brevets et ainsi de suite. Et là où on a été très vicieux avec nous et nous-mêmes, nous avons été duplices de cela. Nous avons été laxistes. Nous n'avons pas été minutieux, nous n'avons pas été organisés. C'est que, au fur et à mesure, sur plusieurs dizaines d'années, on s'est convaincu, grâce à des mauvaises pratiques, que nous étions incapables de pouvoir nous gérer. Parce que de façon vicieuse, ce qu'on a fait comprendre aux États, c'est que, étant donné que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à même de gérer des sociétés régaliennes, des sociétés efficientes, que vous n'en avez pas les compétences, que vous n'en avez pas la rigueur, que vous n'en avez pas la minutie, que vous ne pouvez même pas gérer, en tirer des bénéfices, privatisez et percevez des taxes. Conséquence, tout ce qui est, stratégique, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a privatisé. Et l'État, nos États sont devenus, si vous voulez, de gros douaniers. Ils perçoivent des taxes. Le port, on laisse ça aux autres, on perçoit des taxes. Les mines, on laisse ça aux autres, on perçoit des taxes. Et le justificatif, c'est nous n'avons pas des gens compétents, et même si nous en avons, mais nous ne sommes pas capables de nous porter garant de leur efficience. Ce qui est grave, parce que à notre niveau, on en est même venu à brader ce qui aurait dû nous rendre indépendants, c'est-à-dire l'éducation, la santé. Si vous voyez par exemple, si vous prenez l'éducation, les programmes, comment forme-t-on les enfants? Comment les oriente-t-on? Comment peut-on par exemple être un pays qui n'est pas à même de dire, ok d'accord, dans 10 ans, nous allons avoir 2000 médecins, nous allons avoir 4000 infirmiers, nous allons avoir, 5000 chimistes. C'est important. Mais si par exemple, à un moment, vous êtes dans une dynamique, vous êtes conforté dans quelque chose qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas à même de garantir l'efficacité des établissements, des entreprises publiques, et que vous êtes obligé de céder la gestion à d'autres, il y a un problème. Je vais terminer avec ce dernier point. Lorsque nos États ont cédé les entreprises, le vice a été de conserver les noms. Donc vous allez avoir, j'invite les gens à faire des recherches, vous allez avoir société togolaise d'investissement, ainsi de suite et tout ça. Et tout le monde est content parce qu'on dit, à un moment, vous voyez la société en train de rebondir, elle est privée et tout le monde est là en train de s'exclamer. Parce que, bon, quand vous voyez à la télé, on vous montre peut-être un Togolais, on vous montre une personnalité africaine. Mais c'est pas là qu'il faut chercher. Là, il faut chercher, c'est qui investit dans la société, qui détient les capitaux. Et lorsque vous ouvrez, vous regardez les capitaux, vous apercevez que les capitaux ne sont pas à nous. Les capitaux, ils sont soit du Qatar,
ils sont soit de Dubaï, vous avez le Maroc, si ça ne vient pas des États-Unis, c'est Et on l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. rapatrie le bénéfice. On rapatrie. Et au final, c'est le problème qu'a le Nigeria actuellement avec des compagnies aériennes où ils disent nous avons des problèmes économiques, il n'est pas question que vous rapatriez vos bénéfices. Donc je vous laisse imaginer comment ça se passe avec toutes les sociétés qui ont été privatisées, que l'on voit faire du bénéfice et qui rapatrient des fonds. Alors nous, les Togolais, même si je prends les Africains plus largement, en termes de formation, en termes d'expertise, en termes de, comment dirais-je, de rigueur, de minutie, d'organisation, sur le propre épanouissement futur de nos populations, où nous situons-nous si, à un moment donné, il nous est même arrivé de demander des prêts à des organisations internationales pour construire des latrines. Alors, Chris Ega, c'est un cadre qui va permettre aussi des principes d'intégrité dans la fonction, dans son ensemble, fonction publique et autres. Est-ce qu'on peut dire à partir de là qu'il manque cela dans la fonction au Togo? Mais ça, c'est clair, il manque cela. Si cela ne manquait pas, on ne peut pas prendre maintenant, créer un cadre qui permette à l'État d'encadrer Vous voulez dire peut-être que c'est venu tard? Je l'ai dit d'entrée déjà, que c'est venu, et c'est venu un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Que cela arrive maintenant, parce que nous avons constaté cette incurie, la gabégie, comment dire, les passes droits, tout ce qu'il y a qui plombe. On parle d'intégrité, on parle de loyauté également. Voilà, maintenant c'est que ça ne se décrète pas. Parce que l'homme naturellement n'est pas intègre. Vous savez que l'homme naturellement n'est pas intègre, mais il faut la loi, il faut les règles pour le contraindre à l'intégrité. Parce que lorsque je suis seul dans une entreprise, ce à quoi je pense d'abord, c'est mon intérêt et l'intérêt de mes propres et de mes proches. Je crois que c'est plutôt naturel. Mais maintenant, c'est la société, c'est la loi qui permet d'encadrer et d'introduire dans le comportement des codes de bonne conduite. Quand vous prenez par exemple les États-Unis, il y a un centre qu'on appelle là-bas, je crois qu'on a fait une formation là-bas, et centre d'éthique Rissou Saint-A. C'est une organisation indépendante qui fait le contrôle de la gestion des affaires publiques, de la jouissance que les gens ont des affaires publiques. Mais c'est d'abord une organisation indépendante avec un financement indépendant. C'est-à-dire, lorsqu'on lui affecte le financement, l'État n'intervient plus. Et puis, l'État ne fait pas pression pour dire je diminue parce que c'est voté à l'Assemblée. Et il y a des garde-fous qui permettent à cette organisation-là de veiller à ce que le patrimoine de l'État ne soit pas géré de façon façon intéressée. De façon intéressée. Est-ce que cela va se faire? On avait eu même proposé la création de cette organisation au Togo. On était allé jusqu'au ministre de l'information qui est à l'époque M. Solitoki. On lui avait fait on lui avait fait cette proposition que voilà, on peut créer une organisation. C'est en ce moment-là qu'est né. On a changé le nom du ministère de l'information, de la communication, un ministère et de la formation civique. C'est de l'époque là que datait la dénomination, le changement de dénomination du ministère de la communication. Mais cela n'a pas été suivi des faits. Une chose est de le dire, une chose est de créer des lois pour l'accompagnement, mais une chose aussi est l'exécution de ce que dit la loi sur le terrain. Et je crois que généralement ce par quoi l'Afrique pêche, ce n'est pas par les lois, mais c'est surtout par les hommes et leur comportement. C'est pour cela que nous disons qu'il ne s'agit pas seulement de le dire. Lorsqu'on veut intégrer la probité, dans la gestion des affaires d'un pays, ce n'est pas seulement au niveau des entreprises, mais c'est au niveau des entreprises publiques, c'est aussi au niveau des services d'État. Lorsque vous rentrez par exemple dans un hôpital où on fait des services d'État et que personne ne s'occupe de vous, et que les gens, ils prescrivent des médicaments pour les détourner, au lieu de 3 médicaments, on vous en prescrit 6, 8, on vous en prescrit une page. Vous êtes sur votre lit vous ne savez rien de comment cela se fait, mais on vous prescrit, vous ne savez pas comment, et puis après vous pouvez payer, c'est peut-être le tiers des médicaments qui sont prescrits et qui sont utilisés, etc. Lorsque
nous avons des laissés-aller comme ça dans une entreprise publique, parce que le service sanitaire, c'est quand même aussi une entreprise au sens direct du terme, n'est-ce pas? Donc c'est un chantier énorme, et c'est par là le Togo perd ses capitaux, le Togo perd ses bénéfices. Lorsque vous prenez même les entreprises privées qui sont installées ici, le Togo ne connaît pas, l'État ne connaît pas les trames du fonctionnement de ces entreprises-là. Il a effleuré tantôt il a effleuré tantôt, c'est-à-dire comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices. Et c'est à partir du bénéfice que vous pouvez taxer. Mais ces entreprises, quoique privées, parfois sont gérées au noir, de telle sorte que ce sur quoi portent les taxes que l'État a le droit d'avoir est minimisé, justement parce que vous n'avez pas une prise sur la réalité. Ce qui est l'écriture qu'on passe dans les livres, les écritures sont fausses, ce qui fait que vous n'avez pas la réalité des bénéfices qui sont. Donc c'est un chantier qui se trouve à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement l'entreprise publique telle qu'on l'entend, il y a aussi les établissements qui fournissent les services publics et les entreprises privées qui en principe ont des redevances à verser à l'État. Alors, ce cadre intervient dans un contexte où le pays, il faut le dire, veut renforcer sa stratégie de partenariat public-privé. Maurice Donkovi, est-ce que vous pensez que c'est une étape propédeutique ou bien une étape obligatoire? C'est une étape obligatoire, mais c'est une étape obligatoire à condition que l'on comprenne, parce que ça c'est quelque chose de très important, qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire que les pays qu'on nous cite en exemple, qui sont des modèles de développement, ainsi de suite, j'ai vu beaucoup d'intellectuels parler de la Chine. Sauf que quand ils parlent de la Chine, ils ne parlent jamais de la révolution culturelle. La révolution culturelle, c'est 20 millions de morts. Voilà, ils n'en parlent pas. Ils peuvent parler de, les pays développés, la France. Oui, mais sauf que la France, c'est, comment dirais-je, la Révolution française, c'est Napoléon, après... Non, même la Révolution industrielle en France a eu beaucoup de monde, c'est des milliers. Les enfants sont mis au travail, etc., dans les mines, etc. Ça va être des milliers de morts. Des milliers de morts. Vous allez aux États-Unis, même chose. C'est pour ça qu'il y a le crash de 1929. Voilà. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas de génération spontanée. Et ça veut dire que ce qu'on présume de vouloir réaliser au sein de nos entreprises, cette chose qu'on veut inculquer aux gens, il faut l'inculquer aux générations déjà qui sont en train d'émerger, celles les petites, les jeunes. C'est à elles qu'on doit inculquer la bonne pratique. Ouais. Parce que les générations, on oublie très souvent, par exemple quand on parle de gabégie et ainsi de suite, on oublie que ceux qui font de la gabégie, qui font, comment dirais-je, de l'excès dans la gestion de la chose publique, mais lorsque vous comparez, c'est une étude intéressante, lorsque vous prenez leur génération, que vous défarquez, vous allez vous retrouver avec des personnes qui, en réalité, ont passé leur enfance ou leur adolescence à une époque où c'était le parti unique, où il y a eu des excès, où il y a eu, comment dirais-je, les années 90, avec d'autres excès. Moi, je vous rappelle que, par exemple, si je prends le cas du Togo, on a connu une période où c'était tellement chaud qu'on mettait sur les boutiques Agbanamuleu. Parce que... Pas de bon. Il n'y a pas de bon. Parce que les gens devaient se débrouiller pour s'en sortir. Et que pour se débrouiller pour s'en sortir, comme il y avait des sanctions, il fallait passer par le bakshish. Des générations entières sont sorties parce qu'il y avait le bakshish. Les gens n'étaient pas payés, donc il y a les bakshish. Les passe-droits. Les passe-droits. Les gens allaient faire des business pour les papiers. Il fallait faire des business pour tout. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. Si on veut avoir la prochaine génération d'intellectuels, de personnes intègres, d'intègres, probité et ainsi de suite, il faut commencer dès les classes de bas âge, donc l'éducation, les écoles, les institutions de formation, les orphelinats et ainsi de suite. Vous n'allez pas avoir de personnes intègres si on a des enfants dans la rue qui se démultiplient en termes de nombre, et que vous avez toujours des formations qui restent sur les mêmes programmes avec des enseignants qui sont frustrés et ainsi de suite. Et cela, on peut développer ça sur plusieurs corps de métier. Alors, Chris Egal, le Togo veut consolider également son ambition d'attirer des investisseurs extérieurs. Il faut aussi passer par cela.
Bien entendu. Parce que ce qui fait mal, généralement sur les tropiques, pour les investisseurs étrangers, c'est que c'est le laxisme ambiant qu'on observe, le laxisme au niveau de la gestion, la gabégie, les détournements, les passes-droits. Donc, il faut améliorer le climat des affaires. Améliorer le climat des affaires. Et le décret ou bien l'arrêté c'est un décret présidentiel qui sera pris pour instituer ce cadre-là. Mais nous nous posons la question de savoir, il ne faut pas que ce soit une tentative. Une nouvelle tentative, parce que je me rappelle très bien que ces idées nobles avaient été déjà émises avec la création du ministère de la prospective et de l'évaluation. Ouais. Kakon Boupo Servet était ce ministre-là, et il était pris dans la haine des gens parce qu'on estimait qu'il était venu pour contrôler, pour évaluer les autres. Ce que les gens craignaient surtout, c'est le contrôle. Venir fouiller dans les affaires, dans les petites affaires. Et c'est pour ça que très rapidement, il a été voué aux gémonies et finalement renvoyé. Vous comprenez? Donc, les réformes qui produisent des fruits à consommation publique, c'est des réformes douloureuses. Il dira même une phrase très importante. Voilà, lors d'une interview, c'est une mécanique lourde. Voilà, c'est lourd et c'est douloureux. Les réformes qui sont faciles sont des réformes généralement qui n'aboutissent pas à grand-chose. Mais si on veut faire cette réforme-là, qui sera la mère des réformes qui place le Togo en pole position pour son développement? Si on veut que le Togo émerge, il faut créer un cadre qui sécurise les affaires, mais il faut surtout changer les hommes. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas ce ne sont pas les textes, mais ce qui fait mal, c'est dans les hommes. On commence très bien, mais cela finit dans le mur très rapidement parce que on est face à des gens qui ne veulent pas changer. Donc moi je voudrais dire que encourager le Premier ministre à tenir ferme pour que cette réforme-là aboutisse. Si elle ne tenait pas ferme, ce n'est pas la peine de produire des tests qui n'agissent pas sur la situation. On a encore beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on est au terme de notre émission. On va se revoir la semaine prochaine. C'est toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à vous, Chris Ega. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Express Info. Merci également à vous, Horus Donkovi, activiste panafricain. Merci infini à nos chers amis et toujours câblés de lundi à vendredi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.